Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de rentrée de BioM, l'émission du SDB créée pour les biologistes médicaux et pour tous ceux qui s'intéressent à la biologie médicale. Comme lors de nos précédents rendez-vous, l'émission est divisée en trois séquences. Tout d'abord, le focus consacré aujourd'hui au diagnostic de l'infection à Helicobacter pylori en France en 2021 avec le docteur Frédéric Éluard, hépato-gastro-entérologue au centre hospitalier Annecy-Genevois. Nous continuerons avec le grand entretien qui est consacré à la vision des entreprises du diagnostic in vitro sur l'avenir de la biologie médicale. Pour cela, le docteur François Blanchecotte, président du SDB, échangera avec Isabelle Tongeot, présidente du CIDIV. On terminera l'émission par un point sur l'actualité des biologistes médicaux privés avec le docteur Blanchecotte. Je vous propose de passer tout de suite au focus. Le focus de ce mois-ci est donc consacré à l'état de l'art en matière de diagnostic de l'infection à Helicobacter pylori en France en 2021. Docteur Frédéric Éluard, vous êtes hépato-gastro-entérologue au centre hospitalier Annecy-Genevois. C'est à vous, on vous écoute. Très bien, bonsoir, merci au laboratoire Mayoli de me permettre de vous parler du diagnostic de l'infection à Helicobacter pylori en France en 2021. Alors, l'infection à Helicobacter pylori, c'est un peu particulier parce que le parcours de soins pour la prise en charge de cette infection est assez complexe. C'est-à-dire que le patient peut éventuellement gérer l'essentiel de sa prise en charge avec son médecin traitant, avec l'aide du pharmacien et du biologiste. Et puis éventuellement, le médecin généraliste a besoin du gastro-entérologue qui aura besoin du pharmacien et du biologiste. Donc c'est un peu particulier parce qu'il y a beaucoup d'intervenants et ça nous a semblé important d'essayer de préciser le rôle et surtout l'importance de chacun des intervenants. Alors, cette infection Helicobacter pylori, c'est une infection qui est fréquente. On estime que 45% de la population mondiale est infectée par cette bactérie, avec une prévalence qui varie selon les États et qui varie selon les continents, avec une prévalence plus faible, par exemple en France, mais bien plus importante dans des pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud. Alors, quand on essaye de réfléchir à la prévalence de l'infection en France, on estime que la prévalence globale est de l'ordre de 15 à 30%, avec une disparité qui est importante en fonction de l'âge. Chez l'enfant, la prévalence est très faible, moins de 5% des enfants sont atteints, alors que chez les patients âgés, on estime que plus de 50% de la population de plus de 60 ans a été en contact ou est encore en contact avec un Helicobacter pylori. On peut aussi essayer d'appréhender cette prévalence d'une manière un peu différente, c'est-à-dire combien de patients qui auront recours à une endoscopie, puisque c'est quand même le plus souvent le mode de révélation, combien de patients qui ont une endoscopie haute sont infectés à Helicobacter pylori. Alors on avait fait cette étude sur Annecy il y a quelques années, on voyait qu'en gros on a un patient sur 5 qui est porteur d'une infection à Helicobacter pylori quand on réalise une gastroscopie. Et cette prévalence, là aussi, sur une étude qu'on avait fait en France en 2014, est très variable de l'endroit où on se trouve en France et essentiellement en fonction de la population qu'on étudie. Si on a une population qui est asiatique ou qui vient d'Afrique avec une prévalence beaucoup plus élevée dans leur pays, on aura plus de chances d'avoir une prévalence élevée lors de l'endoscopie. Alors, cette infection Helicobacter pylori, pourquoi elle est problématique? Elle est problématique parce qu'elle va induire des lésions essentiellement dans l'estomac et dans le duodénum. Alors, chez la majorité des gens, il y aura une inflammation de l'estomac, puisque c'est une bactérie qui est pathogène, on aura une gastrite, mais qui le plus souvent sera asymptomatique. Et puis, chez 15 à 20% des gens, cette gastrite, cette inflammation va induire des lésions prénéoplasiques qui sont de l'atrophie gastrique, voire de la métaplasie intestinale, qui peuvent éventuellement un jour évoluer, on le verra, vers un cancer de l'estomac. Et ce cancer de l'estomac qui fait la gravité de cette infection, puisqu'on estime que 1% des porteurs de l'infection développeront un cancer de l'estomac. Et ce cancer de l'estomac, eh bien, 80% des cancers sont liés à la présence d'une infection Helicobacter pylori. Et Helicobacter pylori est ainsi la première cause de cancer d'origine infectieuse dans le monde. Et puis, il y a 10% des gens, ils évolueront pas vers le cancer, mais ils auront une pathologie qui sera potentiellement très grave et qui aura des complications, c'est l'ulcère gastrique ou l'ulcère duodénal avec ses complications type d'hémorragie ou de perforation. Donc, une bactérie qui pose des soucis, mais néanmoins, malgré le fait qu'elle soit fréquente, on n'a pas un dépistage de masse en France et on a un dépistage qui va être orienté ou ciblé.
Alors ciblées, bien entendu, on en a parlé quand on fait une endoscopie, puisque les biopsies dans l'estomac sont systématiques lors d'une gastroscopie pour rechercher la présence de cette bactérie. Et puis, deux grands axes, l'ulcère, un patient qui a un antécédent d'ulcère ou lors de la découverte d'un ulcère, on va traquer la présence de cette bactérie puisqu'elle sera responsable le plus souvent de la survenue de cet ulcère. Et puis l'autre grande indication, c'est le cancer de l'estomac. Il est certain que si on découvre un cancer de l'estomac ou si on découvre des lésions pré-néoplasiques de l'estomac, la recherche d'Helicobacter pylori sera dans ces cas-là indispensable. Et puis des situations un peu parallèles, les prises d'IPP au long cours, la carence en B12 ou la carence en fer, ou avant toute chirurgie de l'estomac qui va exclure une partie de l'estomac, on recherchera la présence de cette bactérie. Donc il faut retenir que les indications de recherche vont souvent être les indications d'éradication de cette bactérie. Alors, comment on peut faire le diagnostic de cette infection? Alors, c'est une infection et on va avoir trois types de tests. On peut dire qu'il y a des tests d'orientation, des tests diagnostiques qui vont vraiment mettre en évidence la présence de la bactérie et d'autres tests diagnostiques qui vont permettre de guider le traitement, qui vont mettre en évidence la bactérie, mais qui vont également pouvoir l'orienter en ayant la connaissance des sensibilités et des souches sur la résistance à certains antibiotiques. Alors, le test d'orientation, c'est la sérologie, les anticorps anti-Helicobacter pylori. Ça, c'est une orientation parce que ça va nous dire un jour, on a été en présence avec la bactérie, mais ça ne veut pas du tout dire que la bactérie est toujours présente. Et cette sérologie, elle a, on va dire, un avantage, c'est qu'elle est indépendante de la prise d'antibiotiques ou la prise d'IPP, on le verra. Les tests diagnostiques qui vont mettre en évidence la présence de la bactérie, alors là, seront toujours dépendants de la prise des antibiotiques depuis 4 semaines ou la prise d'IPP. Les antibiotiques et les IPP vont diminuer le pool bactérien et risquent, s'ils sont pris au moment du test, d'induire des faux négatifs et d'avoir des résultats faussement négatifs de recherche. Donc, le premier test diagnostique, c'est le test respiratoire, le test à l'urée. Le deuxième test qui est réservé, on va dire, aux gastro-entérologues, c'est les prélèvements, c'est l'histologie, les biopsies gastriques. On peut également faire une recherche d'antigènes d'Helicobacter pylori dans les selles, mais c'est une technique qui est globalement peu réalisée, même si elle est efficace. Et puis surtout, on va avoir des tests diagnostiques qui vont guider le traitement, où le gastro-entérologue devra absolument se mettre en lien avec son bactériologiste. C'est la culture des biopsies de l'estomac qui va permettre de connaître la sensibilité et la résistance des souches à la clarithromycine, à la lévofloxacine, à la rifabutine, au tétracycline. Et puis, dans certains centres, la possibilité de réaliser une PCR sur biopsie gastrique qui permettra, par des techniques complexes, de savoir si la bactérie est résistante ou sensible à la clarithromycine. Alors, bien retenir qu'on est dans une infection, et ça c'est plutôt un message pour mes collègues gastro-entérologues, c'est avant tout une pathologie infectieuse, et donc une recherche et des biopsies à visée bactériologique dans des conditions optimales, mais c'est surtout une bactérie qui va induire des lésions histologiques et qui vont conduire petit à petit à l'atrophie, la métaplasie, voire au cancer de l'estomac. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic de l'infection, il va falloir traiter la bactérie. Et là, les recommandations sont assez fermes, soit éditées par l'HAS, soit par le groupe d'études français des hélicobactères. Et si on peut, même si c'est fait le moins souvent, mais c'est le traitement privilégié, il faut essayer de donner un traitement antibiotique qui sera orienté par les données de la culture et de l'antibiogramme pour avoir des traitements probablement pas plus courts, d'une dizaine de jours, mais qui permettra d'utiliser moins d'antibiotiques. Et puis le plus souvent, ce sont des traitements, on va dire, probabilistes, qui vont devoir associer 4 molécules, soit une quadrithérapie à base de bismuth, il y a des gélules tout en un qui associent le bismuth, la tétracycline et le métronidazole, auquel on associe un inhibiteur de la pompe à protons, soit une quadrithérapie qu'on dit concomitante, qui va associer 3 antibiotiques, l'amoxicilline, la clarithromycine et le métronidazole, à un inhibiteur de la pompe à protons pour une durée de 10 à 14 jours. Et ces traitements vont permettre, en première ligne, d'éradiquer la bactérie dans plus de 90% des cas. Alors, 90% d'efficacité, c'est 10% d'échec. Et c'est pour ça, le message important, c'est que chaque fois qu'il y aura un traitement d'éradication de la bactérie, le contrôle de cette éradication sera systématique. Et il sera systématique à distance du traitement d'éradication, au minimum 4 à 6 semaines après la fin de ce traitement d'éradication, pour s'assurer que la bactérie n'est plus là. Alors, on pourrait utiliser 3 tests, mais aucune place pour la sérologie,
Il faut vraiment, il n'y a aucune place pour faire une sérologie parce qu'elle ne permettra pas de dire si la bactérie est présente ou absente. On peut faire une détection des antigènes dans les selles, mais en pratique, c'est très peu fait. Et le test de référence reste le test respiratoire à l'urée, qui, je vous le rappelle, sur les capacités d'Helicobacter pylori d'avoir une uréase qui va dégrader l'urée, ce test va pouvoir nous dire si la bactérie est présente ou si la bactérie est désormais absente. Et ce test doit se réaliser dans des conditions optimales, c'est-à-dire que le patient doit être à jeun, il ne doit plus avoir d'antibiotiques depuis 4 semaines, il ne doit pas avoir d'inhibiteur de la pompe à protons depuis 2 semaines, et le patient a 2 ordonnances, une pour acheter le test en pharmacie et une pour réaliser le test au laboratoire. Alors pourquoi on parle des IPP, des antibiotiques? Vous voyez là sur cette étude qui est déjà ancienne, quand on regarde la performance du test respiratoire en fonction d'une prise d'IPP, on voit que sans prendre d'IPP, le test est globalement efficace aux alentours de 100%. Mais si le patient est sous IPP, la performance du test baisse à moins de 70% et il faut attendre 14 jours sans IPP pour que le test puisse retrouver sa performance de départ. Donc, une fois qu'on a éliminé la bactérie, une fois qu'on a un test respiratoire négatif, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que les réinfestations de l'infection sont exceptionnelles, voire rarissimes à l'âge adulte, et qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir un suivi microbiologique si on a obtenu une éradication, un test respiratoire négatif. Donc, l'éradication d'Helicobacter pylori doit être considérée comme définitive, mais néanmoins, comme je vous en avais parlé, même si on a éliminé la bactérie, si on est rentré dans une séquence d'apparition de lésions prénéoplasiques chez certains patients, il y aura une surveillance endoscopique nécessaire pour s'assurer de l'absence de constitution d'un cancer de l'estomac. Donc pour conclure sur cette infection Helicobacter pylori, c'est fréquent, une fois sur 5 en endoscopie. Les indications de recherche de cette bactérie sont le plus souvent des indications de traitement. Les bénéfices de l'éradication sont majeurs, ça va diminuer la survenue ou la récidive des ulcères de l'estomac, diminuer les symptômes à des stades précoces, ça évitera la survenue d'un cancer de l'estomac. Le diagnostic, il est simple, il y a plusieurs tests. Le test respiratoire est important et si on peut avoir des diagnostics qui vont permettre de guider le traitement avec des cultures de la bactérie sur biopsie gastrique, voire la PCR sur les biopsies gastriques. Les traitements qui sont à notre disposition sont efficaces dans plus de 90% dès la première ligne de traitement, que ce soit un traitement orienté par les données de la sensibilité et des résistances de la bactérie, soit des traitements probabilistes, mais qui nécessiteront une quadrithérapie, soit avec bismuth, soit sans bismuth. Le point essentiel, c'est vraiment que ce contrôle d'éradication de la bactérie est indispensable. Et ce contrôle d'éradication repose sur le test respiratoire, qui est un test qui est fiable et facile à réaliser. Cette éradication, si elle est obtenue, elle est définitive, et il ne restera que 5% de patients qui seront guéris, mais chez qui une surveillance endoscopique sera nécessaire pour surveiller les lésions prénéoplasiques qui auraient pu apparaître lors de l'évolution. Donc voilà, une prise en charge qui est standardisée, plusieurs acteurs qui travaillent en collaboration avec soit le médecin traitant, soit le spécialiste, et il faut être rigoureux pour cette prise en charge parce qu'on l'a fait une fois dans la vie et on peut régler le problème définitivement. Merci beaucoup. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à découvrir le site du groupe d'études français des hélicobactères où vous aurez des informations pour vos patients et également pour les professionnels de santé. Je vous remercie. Je suis à votre disposition pour des questions. Merci, docteur. J'ai 3 questions. La première, c'est de savoir si vous pouvez revenir sur les tests. Est-ce que tous les tests sont équivalents ou il y en a qui sont de force plus importante que d'autres? Tous les tests ne se valent pas. Je pense qu'il faut faire vraiment des différences importantes. La sérologie, c'est un test d'orientation. Donc, ça ne peut nous renseigner que sur la présence un jour d'un contact avec Helicobacter. Ça ne veut pas dire que la bactérie est encore présente. Donc, ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que c'est un test d'orientation. Ce ne sera jamais un test qui affirmera la présence de la bactérie actuelle et c'est surtout jamais un test qui permettra de contrôler l'éradication. Il n'y a aucune place pour la sérologie dans le contrôle d'éradication, ça c'est une donnée qui est importante. Après les autres tests, le test de recherche d'antigènes dans les selles, ça marche très bien, mais c'est très peu utilisé. Mais comme on recherche la bactérie, là aussi on est dans des conditions où il ne faut pas qu'il y ait d'antibiotiques depuis 4 semaines et pas de prise d'IPP depuis 2 semaines.
Après, le test qui écrase un peu tout, c'est le test respiratoire, c'est celui qui sera le plus souvent réalisé. Et là aussi, ce qui est important, c'est les conditions. Pas d'antibiotiques depuis 4 semaines, pas d'IPP depuis 15 jours. Et c'est un test qui a une sensibilité, une performance remarquable, puisque c'est sur celui-là qu'on pourra dire qu'il n'y a plus de bactéries si ce test est négatif à l'issue d'un traitement d'éradication. Seconde question, dans la démarche de diagnostic, est-ce qu'il y a une différence à souligner entre ce qui se passe en laboratoire de ville et en laboratoire hospitalier? Alors, il y a des différences qui sont importantes. C'est sûr que sur un test diagnostique, le test respiratoire, par exemple, va nous dire il y a la présence ou il n'y a pas la présence d'hélicobactères, mais ce sera comme la recherche d'antigènes dans les selles, ça va se limiter à nous dire présence de la bactérie ou absence de la bactérie. Et puis, il y a des tests, on va dire, qui ont une des capacités plus importantes, c'est ceux qui seront réalisés sur des biopsies gastriques, qui seront envoyés dans des laboratoires de bactériologie, soit sur des secteurs hospitaliers ou sur des cliniques, ou travailler en ville, par exemple, avec des laboratoires qui pourront réaliser la culture ou la PCR sur ces prélèvements. Là, il y a des avantages qui sont majeurs parce que ça va permettre de connaître la sensibilité et la résistance des souches d'hélicobactères à certains antibiotiques. Donc, pour la culture, la sensibilité à la clarithromycine, à la lévofloxacine, à la tétracycline ou à la rifabutine, et la PCR qui ne renseignera que sur la sensibilité ou la résistance à la clarithromycine. Mais en gros, c'est la clarithromycine surtout qui pose le problème parce que c'est 25% de résistance. Et si on connaît cette résistance, on va pouvoir adapter des traitements et utiliser moins d'antibiotiques et donc avoir une écologie bactérienne qui est importante à préserver. Merci beaucoup. Je peut-être une dernière question concernant l'efficacité des traitements. Donc, on sort des tests. Vous pouvez repréciser, vous l'avez évoqué, mais repréciser l'efficacité en fait du traitement pour résorber un ulcère. Quelle est son efficacité? D'accord. Donc, vraiment, la pathologie ulcéreuse, c'est une maladie infectieuse. C'est-à-dire que les ulcères sont des maladies qui récidivent et elles récidivent parce qu'il y avait la persistance de la bactérie. Si on élimine la bactérie, il n'y a globalement pas de récidive d'ulcère. Donc, un patient qui a un ulcère lié à un hélicobactère, si on élimine l'hélicobactère, il ne fera pas de récidive d'ulcère. Donc, on a des efficacités et l'absence de récidive, on élimine à 95% de risque la récidive d'un ulcère. Donc, ça a vraiment une importance majeure parce que ça va changer l'histoire naturelle de l'infection et ça va changer l'histoire naturelle du patient en évitant qu'il ait des complications. Et sur le cancer, on estime que s'il n'y a pas de lésion prénéoplasique, par exemple, si on élimine la bactérie à un stade très précoce, on n'aura pas la constitution ultérieure d'un cancer de l'estomac. Donc, toute cette éradication a un sens important et une implication pratique pour le patient qui est majeure. Merci docteur, merci pour cette présentation qui permet, je pense, de faire une bonne mise à jour sur le sujet. Nous allons maintenant passer à notre seconde séquence, celle du grand entretien. S'il y a bien un secteur de la santé qui évolue, c'est celui de la biologie médicale et du diagnostic in vitro. Les près de 2 ans de pandémie Covid que nous venons de traverser ont montré combien le rôle du diagnostic était important dans la chaîne de soins. Pour ce grand entretien de rentrée qui ouvre une période qui sera marquée aussi par les débats autour des présidentielles, le docteur François Blanchecotte accueille Isabelle Tongiot, présidente du CIDIV, pour en savoir plus sur la vision des entreprises de diagnostic concernant l'évolution du secteur. François Blanchecotte, c'est à vous. Bonjour Isabelle Tonzio, je suis très heureux d'abord de vous recevoir, de pouvoir échanger avec vous. On a 2 sujets qui sont très importants pour nous. D'abord, premièrement, avoir le regard de vos entreprises, du CIDIV, sur cette crise. Comment s'est-elle déroulée? Quels sont les moyens, les outils que vous avez pu mettre à disposition? Et d'autre part, comment vous avez réagi? Quels ont été peut-être les obstacles aussi ou les difficultés? Et d'autre part, de parler aussi d'avenir, bien sûr, puisque l'idée, c'est de revenir à une biologie de proximité auprès du patient, de voir un peu comment on peut mettre à disposition des outils pour éviter les urgences, l'engorgement aux urgences. Donc, merci encore de votre présence et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, François. Merci de cette invitation. Merci de cet échange. Effectivement, comme vous l'avez dit, les industriels du diagnostic in vitro ont été très fortement mobilisés pendant la crise Covid. Ils ont montré et montrent leur capacité de mobilisation et d'innovation au service de la stratégie nationale de diagnostic
des patients, des cliniciens, des systèmes de santé, de la population en général et des biologistes en particulier. Le DIV a été le premier produit de santé à être arrivé sur le marché pendant la crise Covid et les industriels mettent à disposition en continu et rapidement de nouveaux tests en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, mais aussi des besoins. Et d'ores et déjà, la gestion de la crise Covid bénéficie d'un arsenal très large de tests moléculaires, antigéniques, sérologiques. Mais ce qui est important au-delà de cette très forte mobilisation, et ce qu'il faut souligner, c'est que les Français sont devenus encore davantage des acteurs de leur propre santé. L'importance des solutions diagnostiques in vitro pour l'amélioration de la prise en charge des patients, mais aussi le déploiement de mesures sanitaires adaptées, a contribué à rapprocher les patients et la population en général de l'industrie du diagnostic in vitro, de la biologie, et a mis en évidence la capacité des industriels à innover, à produire et approvisionner le marché français. Et si on parle d'avenir, nous, industriels, nous sommes convaincus que le diagnostic va se développer, prendre plus encore d'importance dans les prochaines années. C'est un débat que nous avons déjà eu, mais je pense qu'on peut dire d'ores et déjà que nous sommes convaincus que le diagnostic in vitro va être au cœur de la médecine des demain, celle des 4 P, qu'elles soient préventives, pronostiques, personnalisées et participatives. Et au regard de la valeur apportée et démontrée encore une fois pendant cette crise Covid, les industriels du diagnostic souhaitent que le diagnostic in vitro occupe la place qu'il mérite désormais dans le système de santé pour le bénéfice des patients. Et il est important que son importance soit justement reconnue et valorisée pour poursuivre ce que nous appelons le cercle vertueux de l'innovation sur le long cours, parce qu'on a vu à quel point les capacités d'innovation étaient essentielles dans la gestion d'une crise sanitaire et d'une urgence sanitaire. Oui, je voulais aborder un point essentiel pour nous. On a senti, enfin en tout cas de notre côté, au départ, une difficulté vraiment à utiliser tous les éléments que pouvait poser l'industrie. On a vu des blocages souvent au niveau des agences. Il a fallu en fait un peu une loi d'urgence pour passer les choses, en tout cas dans le réglementaire et le législatif. On sait aujourd'hui qu'un certain nombre d'innovations que vous prônez sont bloqués par des fois des difficultés à gérer par l'administration, des autorisations au fur et à mesure du temps. On en a partagé plusieurs fois ensemble des sujets, mais je pense que, est-ce que vous pensez que cette lourdeur administrative, le fait qu'on n'arrive pas à mettre sur le marché des diagnostics innovants, vous la partagez comme nous un petit peu pour tout ce qui est le caractère un peu exceptionnel. Alors là, on l'a vu, je vous l'ai dit, c'est une pandémie, c'est une crise, on a pris des décisions d'urgence dans la crise, mais nous rencontrons d'énormes difficultés, évidemment, à ce que de nouveaux réactifs, de nouvelles manières de faire les diagnostics voient le jour. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce constat, mais la crise sanitaire a démontré qu'il y avait des pistes qui pouvaient être actionnées parce qu'effectivement, s'il y a eu des blocages, peut-être un peu au début de la crise sanitaire, les autorités de santé ont fait preuve d'innovation pour permettre aux finalement produits de diagnostic in vitro d'accéder au marché français et aux patients en temps utile. Donc, je pense qu'il y a des vraies bonnes leçons à tirer de la crise pour que justement l'innovation diagnostique accède au marché français en temps et en heure, avec, on l'a vu, notamment par exemple, une quasi-concomitance entre l'avis de la HAS et puis la prise en charge par la nomenclature de droit commun des tests de diagnostic in vitro. On sait aussi que l'innovation diagnostique en France, son accès est embolisé parce que, par exemple, le forfait IRIHN est bloqué. Donc, on a vu les annonces très récentes du CSIS, donc du président de la République, pour dire qu'il fallait refondre cet accès dérogatoire à l'innovation diagnostique, repenser
le RIHN pour que l'innovation diagnostique puisse accéder en temps utile au marché français. Donc oui, il y a eu des blocages, mais oui, j'ose et je me permets de croire qu'on va vers une amélioration, vers une levée de ces blocages avec une levée des contraintes réglementaires. On est en train de revoir un peu la nomenclature. Vous avez vu qu'il y a eu un conseil des nomenclatures qui vont s'intéresser évidemment à la nomenclature médicale, la CCAM, et que finalement on aurait besoin aussi, nous, en biologie, d'un large dépoussiérage en fait de nos actes et d'une volonté en tout cas affichée, politique, d'aller plus loin. Et on sait qu'il y a certains examens qui sont autorisés dans le système public parce qu'ils ont d'autres moyens de le financer que nous par l'exact que vous disiez tout à l'heure pour la sécurité sociale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait néanmoins besoin de tout cela parce que ça permettrait, et c'est un avis évidemment personnel, mais ça permettrait d'avoir un accès aux Français à des technologies beaucoup plus en phase, en tout cas, avec l'évolution que vous avez dans vos secteurs. On est tout à fait aligné avec ce qui vient d'être dit. Et moi, j'ai l'habitude de dire que longtemps, le diagnostic in vitro a été finalement le héros caché de la médecine, alors même que c'est un élément essentiel du parcours de soins. Et on l'a vu pendant la crise Covid. 70% des décisions médicales en général reposent sur les résultats de tests de diagnostic in vitro. Donc oui, on est absolument convaincu qu'il faut lever ces blocages, aller vers plus de diagnostics, et ce d'autant plus que le diagnostic est porteur d'efficience pour le système de soins et d'une très grande valeur économique. En fait, le diagnostic in vitro permet de faire des économies tout au long du parcours de soins en évitant des actes inutiles, raccourcissant les délais de séjour à l'hôpital, permettant de donner finalement aux beaux patients le beau traitement au bon moment sur la bonne durée. Donc c'est tout ce message-là. La crise Covid l'a mis en exergue et c'est tout ce message que maintenant il faut défendre parce qu'on est porteur d'efficience, on est porteur d'économie, on est porteur de valeur médicale et il est impératif que le plus grand nombre de patients français, ceux qui en ont vraiment besoin, puissent avoir accès aux bons tests de diagnostic au bon moment. J'ai bien compris. Alors finalement, on a les mêmes soucis. En tout cas, globalement, nous, on est effectivement sous la contrainte des autorisations de la Haute Autorité de Santé. À chaque fois qu'on soumet un nouveau test, on nous demande bien sûr des études médico-économiques pour prouver que ce test peut apporter quelque chose de part et d'autre, c'est-à-dire à la fois certainement un gain d'efficience pour l'assurance maladie qui est notre payeur principal, et puis d'autre part un gain d'efficience pour le patient lui permettant d'accéder à son diagnostic plus rapidement. Donc on a cette barrière évidemment qu'on a bien identifiée. La question maintenant, c'est comment vous voyez le chemin pour lier à la fois l'innovation que vous avez développée, le fait qu'elle arrive au jour dans une commission et d'autre part qu'elle soit acceptée par la Haute Autorité de Santé. On voit qu'on tourne en rond dans des agences. Le fait que j'ai trouvé à un moment donné que dans la crise, les choses avançaient parce que si finalement il y avait un pilote dans l'avion. On a trouvé qu'à un moment donné, les agences finalement s'étaient coordonnées et qu'il y avait une décision d'une cellule test de crise qui s'était mise en place dans lequel on prenait vraiment des décisions et qu'on pouvait avoir en termes réels des dates, des décisions de dire voilà, il faut à tel jour faire telle chose et qu'on se retournait vers vous évidemment pour avoir ces réactifs qui étaient demandés. Et donc là, on a le même sujet pour nous. D'un côté, vous développez de l'innovation. De l'autre côté, nous, on veut bien être des acteurs pour évidemment prôner cette innovation et la passer en commission. Et de l'autre côté, effectivement, on a un blocage, soit parce qu'il faut une norme CE, bien sûr, il faut d'autres contraintes réglementaires, mais il faut surtout une autorisation de la Haute Autorité de Santé. Alors, il y a beaucoup d'éléments de réponse. La première chose peut-être, c'est qu'il est important de se dire qu'on plaide pour des tests sans compromis aucun sur la qualité. Donc, il faut une réglementation adaptée pour que les tests innovants que nous apportons soient des tests de qualité. Il faut aussi que les biologistes soient capables de réaliser l'analyse avec le même niveau de qualité. Parce que, bien évidemment, du prélèvement au rendu de résultats, toute cette chaîne de valeur autour de la qualité est un élément fondamental. Donc, si on a le premier socle commun qui est un partage de la qualité, ensuite, je pense qu'on peut apporter
nous industriels avec les biologistes et les biologistes avec les industriels, des dossiers pour que la HAS puisse procéder à la bonne évaluation des tests et qu'en parallèle, et peut-être cette évaluation, il est important de la faire pendant un laps de temps qui soit défini. Et puis, en parallèle, il faut bien évidemment qu'il y ait une stratégie nationale de diagnostic et de dépistage, comme on l'a vu pendant la crise Covid, qui permettent en fait un accès de ces tests au marché. Donc oui, pour une sorte de, comment on va dire, organisme fédérateur, régulateur, dans lesquels les industriels, les biologistes, les évaluateurs, le système de remboursement, le payeur, soit permettre cet accès de l'innovation aux patients et au marché français. On voit bien dans l'innovation aujourd'hui qu'il y a un domaine qui va être un domaine en pointe, c'est finalement tous les paramètres qu'on va permettre au patient lui-même d'ailleurs de se connecter, de s'étudier. On va avoir aussi un certain nombre d'éléments dans lesquels nous aurons peut-être une biologie plus de proximité pour répondre évidemment aux demandes d'hospitalisation, à savoir vraiment est-ce qu'on doit hospitaliser ou pas, est-ce qu'on doit faire un choix et d'éviter d'engorger effectivement nos collègues hospitaliers pour des malades qui n'ont pas forcément à être là. Et on en soulignait avec la directrice générale de la DNS que évidemment toutes ces données connectées vont avoir un vrai sens aujourd'hui pour permettre d'évaluer un peu le patient, d'évaluer sa santé et que tout ça ait une cohérence, comme vous l'avez dit, dans le parcours de soins, de façon à ce que la biologie amène toute sa place. Et je crois qu'aujourd'hui, l'essentiel des combats qu'on avait menés contre l'individualisation, les choses un petit peu en silo, on le voit revenir par la coordination des soins, avec le fait qu'il y ait des équipes de soins autour du patient, et donc y compris le biologiste. Donc comment vous voyez un peu cette évolution maintenant au niveau industriel qu'on vous demande, après avoir eu souvent des concentrations sur des grandes chaînes qui sont installées dans nos laboratoires? En fait, nous, les industriels, on est conscients de faire partie de ce que je peux décrire comme une chaîne de valeur. On met à disposition des tests et le résultat des tests est très important pour la prise en charge des patients et le déploiement de mesures sanitaires adaptées. Donc, en fait, on travaille aux côtés des professionnels de santé pour que les analyses soient réalisées dans les bonnes conditions, du prélèvement au rendu de résultats. En France, si on va vers la biologie délocalisée, en fait, on peut dire qu'il y a d'abord la biologie délocalisée, celle qui est faite par des établissements satellites rattachés à un laboratoire central sous le contrôle d'un biologiste. À ce jour, si on met à part la crise Covid, la biologie délocalisée en France est encore peu utilisée, sauf dans certaines situations d'urgence et de soins critiques, alors même qu'elle est porteuse d'efficience tant pour le patient que pour le clinicien, que pour le système de santé. Et puis, il existe en parallèle une biologie qui va être réalisée plus proche du patient, en cabinets médicaux, en officine ou par des autotests. Et c'est cette biologie délocalisée qui a connu vraiment un essor particulier au cours de la crise Covid. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, il faut se poser la question du bon test au bon patient au bon moment. Et c'est en fait, ça doit être le driver, ça doit être ce qui nous anime, c'est comment améliorer la prise en charge du patient avec des tests, encore une fois, et des analyses de qualité. Donc, le mouvement est enclenché. Si on prend les exemples internationaux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Suisse, pardon, la biologie délocalisée et la biologie proche du patient sont des réalités concrètes et c'est une tendance vers laquelle le diagnostic in vitro, la biologie va aller et il faut qu'on puisse s'y préparer, encore une fois, le bon test pour le bon patient au bon moment. Il y a une question qu'on ne tranchera pas tous les deux, c'est le financement, parce que je sais pour en avoir déjà évoqué quelques sujets avec monsieur le directeur général, et évidemment, il y a un côté enveloppe budgétaire qui le soucie naturellement, et on peut comprendre en cette période, évidemment, avec les dépenses qui ont eu lieu pour notre épidémie et cette crise. Par contre, pour l'avenir, c'est vrai qu'il faut
avoir une meilleure gestion, je pense, et là, je rejoins ce que vous dites sur l'évolution, il faut avoir un meilleur partage des données. C'est en cela peut-être que l'évolution du Ségur numérique nous permettra à tous, en tout cas, que le patient possède à la fois des données, qu'ils soient utilisables par tous pour trouver le meilleur soin et la meilleure efficience des soins. Donc, je vous laisse la conclusion, Madame la Présidente, et je vous remercie encore pour votre disponibilité et être venu parmi nous échanger sur ce sujet. Oui, nous, en fait, merci beaucoup. C'est vrai que l'enjeu des finances publiques est un enjeu très important. Par contre, on pense qu'il faut vraiment que le diagnostic et que la biologie occupent la place qu'ils méritent dans le système de santé. C'est vraiment très important et il faut que l'innovation diagnostique puisse accéder au marché français de façon plus rapide et plus efficiente qu'aujourd'hui. Et enfin, dernier mot sur la protection des données patients, c'est quelque chose de très important sur lequel il ne faut pas faire l'impasse. Et là aussi, les industriels comme les biologistes, on a un rôle clé à jouer pour que les données patients soient bien utilisées, fassent partie du dossier médical et surtout qu'elles soient protégées. Donc, on peut travailler de concert sur un certain nombre d'enjeux qu'on peut adresser tous ensemble, encore une fois, pour le patient et pour notre système de santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle Tangiot d'avoir joué le jeu de l'interview sur un sujet qui interroge tous les biologistes médicaux et leurs équipes. Nous allons maintenant terminer l'émission avec la séquence d'actualité. Rebonjour François, qu'est-ce qu'on peut dire en cette rentrée au mois de septembre? Quels sont les points d'actualité, les dossiers chauds qui se présentent à la biologie médicale et en particulier pour les biologistes médicaux libéraux? Quels sont les dossiers sur lesquels tu veux attirer l'attention? Le premier dossier, c'est le dossier effectivement des dépenses Covid. Nous sommes évidemment sur une année 2021 qui a vu beaucoup de dépenses, beaucoup plus que celle de 2020. Et nous sommes évidemment sur la négociation de l'atterrissage de l'accord triannuel que nous avons signé pour les années 20, 21, 22. Pour terminer cet accord au 31 décembre 2022, nous sommes obligés de tenir compte d'un volume d'analyse qui serait prescrite en 2022. Et sur cette augmentation de volume, je vous rappelle que la convention, l'accord que nous avons passé à l'assurance maladie, ne permettait un dépassement de 0,6%. Donc, on fait face vers la fin de l'année à une baisse d'activité que nous avons constatée en 2020 et 2021. Nous ne sommes pas revenus aux taux initiaux que nous avions en 2019. La biologie a connu évidemment moins de prescripteurs, moins de prescriptions, moins de patients. Et donc, nous sommes pour la première fois un petit peu avec un schéma que nous n'avions pas rencontré depuis longtemps, savoir que l'assurance maladie nous doit, en tout cas, à une certaine somme dans laquelle devait compenser pour respecter cet accord. Donc les discussions s'engagent, elles sont difficiles. Nous sommes un syndicat qui avons signé des conventions nationales. Nous sommes un syndicat qui prône un accord. Donc on souhaite aller jusqu'au bout pour de la négociation, pour trouver un accord avec le directeur général de l'assurance maladie. Mais c'est un point de différence entre nous. Évidemment, compte tenu des dépenses Covid qui ont vu s'accroître au cours de l'année 2021, il nous est demandé évidemment de faire un effort un peu plus important sur la biologie. Donc aujourd'hui, on en est à quelques rencontres. On n'a pas réussi évidemment à trouver un accord aujourd'hui. Il va donc falloir trouver un accord d'ici la fin de l'année pour mettre en œuvre une demande de baisse de nomenclature, certainement au 1er janvier 2022. Vous savez qu'il faut environ 2 mois à l'administration pour valider cette demande. Donc, il faut qu'avant quasiment vers le 15 octobre, fin octobre, nous soyons d'accord sur les actes qui pourraient être amenés à baisser d'ici la fin de l'année. Donc, c'est sur cette fin d'accord qui est extrêmement importante pour nous. Et d'autre part, de préparer bien sûr ce qui serait un accord suivant en 23, 24, 25, dans lequel il y aurait des éléments supplémentaires, puisque c'est un certain nombre d'actes nouveaux, comme le DPNI, qui ne sont pas dans l'accord, rentreront de plein pied, évidemment, au 1er janvier 2023.
Donc, on voit que des sujets comme la biologie délocalisée, qui pose d'ailleurs un problème réel de financement à l'assurance maladie, puisque c'est un acte nouveau aussi. Donc, ça, c'est des éléments essentiels de discussion. Donc, les rencontres sont d'abord avec l'assurance maladie, elles seront ensuite évidemment avec les politiques dans le cadre du PLFSS 2022, et puis d'autre part, de préparer aussi la sortie de crise pour les laboratoires, puisqu'il y a deux éléments qu'il faut retenir pour nos entreprises. Premièrement, nous avons embauché beaucoup de gens, et donc beaucoup de gens qu'il faut soit garder, soit remettre sur le marché du travail. Et nous souhaiterions évidemment avoir une évolution de ces carrières, parce que ce sont des gens pas forcément autorisés à travailler en laboratoire, qui dans le cadre des mesures d'urgence ont permis d'être embauchés, ont aujourd'hui une expérience en particulier en biologie moléculaire, et donc nous souhaiterions évidemment qu'ils poursuivent leurs études ou qu'ils aient une valorisation avec acquis d'expérience qui permettent d'intégrer nos laboratoires. Donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, nous avons réussi à moderniser par les achats que nous avons faits. Beaucoup de laboratoires se sont équipés en biologie moléculaire. Maintenant, on attend évidemment une vraie réforme des actes de biologie médicale, c'est-à-dire une réforme vers plus d'examens en PCR, plus de nouveaux examens, plus de méthodes nouvelles. Et donc, tout ça, ça va demander une vraie réflexion et de mettre en face, bien sûr, des financements si on veut moderniser notre secteur d'activité. Voilà ce que je pouvais dire sur les éléments essentiels, qui sont des éléments à la fois financiers, structurels, de décision de RH, et puis d'autre part, de modernisation de notre secteur vers des actes plus performants. On sait que le virage du Ségur du numérique va nous amener à faire des évolutions majeures dans nos logiciels, de façon à pouvoir apporter l'ensemble des résultats sous forme de base structurée LOINC, et d'autre part, évidemment, d'abonder le DMP, les MSS d'établissement et les MSS des professionnels de santé, ainsi que les patients, pour le dossier de chaque Français, dans lequel il devra figurer tous ces résultats de biologie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des données essentielles de ce qu'il y a sur la table. Beaucoup de discussions nous attendent, beaucoup d'efforts des uns et des autres, de façon à ce qu'on modernise et que finalement, cette crise, cette épidémie puisse avoir un vrai sens et en tout cas redonner une vraie dynamique à notre secteur d'activité. Merci beaucoup François. Pour sortir un tout petit peu de la biologie, est-ce que tu pourrais préciser l'intérêt d'avoir créé les libéraux de santé très récemment? Quelle est la dynamique en fait qu'il y a derrière? Cette dynamique, en fait, c'est d'abord le sentiment que ce soit des praticiens de santé, comme des kinés et des infirmières, se retrouvent avec des professions médicales qui sont souvent leurs prescripteurs, je pense aux médecins particulièrement, et donc, mais aussi les dentistes, les pharmaciens sont des prescrits comme nous, mais ils délivrent aussi un certain nombre de médicaments. Donc, c'était de retrouver cette unité de la famille des libéraux, et qu'on se retrouve tous ensemble pour essayer de défendre ce qui est nos caractéristiques, qui sont basées essentiellement sur le fait que nous sommes des conventionnistes. Nous signons des conventions nationales pour l'ensemble des professionnels de notre secteur, pour l'ensemble des professionnels de notre profession, et donc nous sommes des gens qui allons vers une convention. Et donc ça, c'est très important. Et dans cette convention, il y a cette notion aussi de pouvoir amener sur la table un certain nombre de discussions, d'avoir des accords avec l'assurance maladie, et dans ce cadre-là, de pouvoir aussi développer dans le secteur ambulatoire des synergies, des coordinations, des équipes de soins autour du patient. Et c'est ce sentiment qu'on a été laissé de côté un peu avec le Ségur, qui reste un goût amer pour nous, essentiellement tourné vers l'hôpital, dont on n'a pas eu le sentiment qu'il faisait progresser, en tout cas, notre exercice libéral. Et à l'occasion de cette crise, on a pu sentir combien on avait besoin des libéraux, que ce soit des infirmières, des médecins, des pharmaciens, des biologistes, sur le terrain. C'était vraiment extrêmement important pour nous. Nous sommes 11 syndicats nationaux couvrant l'ensemble des professions. On va rester ouvert et attentif, bien sûr, à ce que d'autres professions nous rejoignent. Mais globalement, c'est vrai qu'à l'aube d'une échéance présidentielle, il était important qu'on se retrouve
en famille pour discuter sur nos valeurs et pour pouvoir essayer d'affirmer que le caractère libéral, le caractère de notre exercice doit être quelque chose qui est protégé. Il fonctionne bien dans notre pays, nous en sommes partie prenante et c'est sur ces éléments-là qu'on a souhaité le créer avant cette fin d'année. Merci François Blanchecotte, merci à vous tous de nous avoir suivis, merci au laboratoire Mayoli pour leur soutien, sans eux, pas d'émission. Enfin, comme à chaque fois, je vous rappelle que vous pouvez voir, revoir, partager l'émission sur la chaîne YouTube du SDB dès maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche pour être averti des nouvelles vidéos mises en ligne. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.